lancer le petit enregistrement. Eh bien, bonjour à tous les spectateurs qui sont présents à ce webinaire. Donc, je me présente, Adrien Chartin, je suis l'animateur de l'ADA Pays de la Loire. Donc, on vous propose ce webinaire sur les intrants en apiculture dans le cadre d'une série de webinaires proposés donc, par l'ADA Pays de la Loire, l'ADA Bretagne et l'ADA PIC, donc l'ADA de la région centre, que l'on a nommé les Visio Centre et Ouest. Donc c'est le troisième webinaire qu'on vous propose dans ce cadre et donc qui portera sur les intrants en apiculture. Donc ce webinaire sera présenté par Samuel Boucher, vétérinaire en Vendée. Avant que donc Samuel lance ce webinaire, je vous donne quelques informations complémentaires sur la façon dont ça va se dérouler. Donc, on est sur un format webinaire, donc vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir ou de mettre votre caméra, mais vous pourrez poser des questions via un petit onglet qui est l'onglet questions-réponses Q&R, doit être visible en bas de votre interface Zoom. Et si vous tapez une question dedans, je pourrai ensuite la lire pour les poser à Samuel. Et donc, n'hésitez pas, dès qu'il y a une question qui vous vient, soit au cours de la présentation, soit à la fin, à écrire toutes les questions que vous souhaitez. On commencera donc par un temps de présentation qui durera environ 1 heure et qui nous emmènera jusqu'à 13h30. Puis ensuite, on se gardera un moment de questions-réponses avec l'intervenant. Eh bien, je propose que Samuel, si tu veux, tu puisses prendre la parole pour te présenter et puis présenter ensuite, lancer l'intervention si ça te va. Eh ben, ça me va très bien, merci Adrien. En fait, on va faire une petite présentation aujourd'hui sur ce qui s'appelle les intrants en apiculture. Cette, formation, elle est issue d'un travail consensuel, hein, avec, la commission apicole de la SNGTV que je préside et puis, ADA France, GDS France, l'ITSAP, l'AFNOSAT, le GNTSA, l'ANSES, que vous voyez, sur la page de présentation où vous en voyez tous les logos. Alors, on va voir un petit peu comment on pourrait définir les intrants en apiculture. C'est pas forcément un exercice très facile et quand on a, tapé parce que pour faire ce travail-là, on fait beaucoup de bibliographie, on va rechercher des textes, on regarde un petit peu ce qui se passe dans la nature et on a, essayé de chercher des mots, en fait, qui étaient liés au mot intrant et vous savez, aujourd'hui, il y a des logiciels un petit peu amusants comme ça qui permettent, de ressortir, voilà, on tape intrant et puis ils nous ressortent tous les mots qu'il peut y avoir à côté. Et les mots qui sont sortis, c'était, bénéfice, risque, donc on s'est dit: «Tiens, on va s'en servir» et vous allez voir qu'on va dérouler ça un petit peu tout au long de la formation. Maîtrise, traçabilité, évidemment abeilles puisqu'on l'avait orienté abeilles, colonie, super-organismes, physique, biologique, chimique, intrants, apiculture et cetera. Il y avait beaucoup de mots qui ressortaient. Parce que, figurez-vous qu'en le mot intrant en apiculture n'existe pas. Alors s'il y a des gens, dans l'assemblée, je ne sais pas si on peut parler comme ça quand on est en webinaire, qui sont agriculteurs, bah, les intrants, vous connaissez très bien le mot, hein. Les intrants, c'est en agriculture tout ce qui va servir, à être apporté aux cultures, notamment aux terres, et qui proviennent ni de l'exploitation agricole, ni de sa proximité, et qui ne sont pas naturellement présents dans le sol. Alors je mets peut-être, la partie, agriculture bio à part, mais en tout cas dans le conventionnel, tous ces produits, c'est évidemment les fertilisants, il y a les engrais, les amendements, les produits phytosanitaires, des produits utilisés pour l'éradication des parasites des cultures par exemple, tout ce qui est activateur ou retardateur de croissance et puis également à l'extrême, il y a les semences et les plants. Donc grâce à tout ce qui est apporté dans l'agriculture, finalement on arrive à produire, d'une manière ou d'une autre, voilà et donc tous ces intrants, qui sont définis très correctement dans le domaine agricole, dans le domaine apicole, ils ne sont pas définis. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on a essayé de calquer un petit peu tout ça et je vous propose, une définition qui n'est pas du tout officielle, hein. Les intrants seraient tout bêtement, en copiant un petit peu sur l'agriculture, tout ce que l'apiculteur apporte dans la ruche, évidemment dans un objectif de production, quelle que soit celle-ci.
Alors les intrants, ils sont apportés par l'apiculteur, par l'éleveur, sous sa responsabilité. C'est lui qui va décider de mettre un médicament, de mettre un nourrissement, de mettre des cires, et en fonction de ses connaissances évidemment et puis de ce qu'il veut en obtenir. Vous savez bien qu'avec les carences en cire en ce moment, par exemple, bah, il y a beaucoup on fait juste des démarrages sur des cadres pour pas, trop acheter de cire ou des choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est réfléchi en fonction de tout un contexte économique, technique, par l'apiculteur et donc le fait d'apporter quelque chose qui n'est pas dans la nature à la base, est de son ressort et ça va être lié aussi à sa connaissance des bonnes applications, des bonnes pratiques apicoles. Donc, on va essayer dans tout ce diaporama de gérer ça, on va dire, en fonction du bénéfice qu'on apporte, puisque si on fait ce geste-là d'apporter quelque chose, un intrant, bah, c'est qu'on attend un bénéfice et donc on va regarder le bénéfice et le risque, parce que lorsqu'on apporte quelque chose d'exogène, quelque chose qui n'existait pas sur l'exploitation, forcément on peut apporter des choses aussi, qu'on n'attendait pas. Donc on va essayer d'avancer avec, ces définitions-là. Alors là, on a une petite animation. Au départ, on part d'une ruche vide qui est dans ce cercle rouge et l'apiculteur a fait le choix de choisir sa ruche soit en bois, soit avec des éléments plastiques, soit en polystyrène pour plein de raisons qu'on pourra évoquer éventuellement. Ensuite, il va faire le choix de traiter sa ruche, pourquoi pas, et puis il va y introduire de la cire, de la peinture, mais également des abeilles. Et quand on introduit des abeilles, vous savez tous qu'on introduit aussi potentiellement des parasites, des virus, des bactéries, des choses comme ça, pourquoi pas. Et puis, il va introduire également des produits de nourrissement, mais pour gérer sa colonie, il va être amené aussi à gérer ça avec des médicaments, c'est la petite diapo en bas avec la lanière là, et puis donc des nourrissements et aussi de la fumée, des choses comme ça qui peuvent arriver pour le travail du quotidien. Donc, il est indispensable d'apporter tout ça. Par contre, il est aussi indispensable de réfléchir lorsqu'on apporte tout ça. Est-ce qu'on n'apporte pas des choses qui sont pas voulues? Il y a un rapport bénéfice-risque qui peut être là. Tout ça pour produire quoi? Produire soit des animaux, d'autres colonies, des abeilles, des reines, soit produire du miel en général. Et puis je passe évidemment sur toutes les gelées royales, propolis, pollen, etc., etc. Donc, ah, je pensais qu'il y avait un autre petit morceau, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, on peut dire qu'on va attendre un certain bénéfice de l'utilisation des intrants, que ça doit être adapté à l'élevage tel qu'on le fait. Un bio ne va pas apporter les mêmes intrants qu'un non bio, un conventionnel. Au niveau sanitaire également, on attend que les colonies soient saines. Si on met des médicaments antivarrois, c'est vraiment pour, éliminer au maximum le varroa et donc les risques de varrose, de maladie. Et puis souvent aussi, c'est aussi pour produire quelque chose en plus grande quantité, donc du miel, des abeilles, et cetera, et quelque chose de qualité. Il y a des dangers dans tout ça. On apporte de la matière, donc des plastiques qui éventuellement peuvent avoir des microplastiques, des choses comme ça. On va apporter de la chimie, donc avec tous les risques dans tous les médicaments, y compris ceux pour les humains, mais ceux des animaux, c'est la même chose. On va avoir un bénéfice attendu, c'est le soin ou la prévention de la maladie, et puis éventuellement un risque chimique, c'est que l'organisme va devoir lutter, entre guillemets, enfin faire avec les molécules qu'on lui donne, qui ne sont pas toujours top top. C'est pour ça que dans les notices de médicaments, vous avez, les risques, qui peuvent être encourus, alors qu'ils sont en général très minimes, hein, mais, on fait toujours le parallèle entre ce qu'on va gagner et ce qu'on va perdre avant de prescrire. Et puis les dangers biologiques, on en a parlé tout à l'heure, rapidement, c'est des dangers, par exemple, on va apporter des nouvelles génétiques, hein. Je ne vous refais pas l'affront de vous réexpliquer tout ce qui s'est passé dans les années 50 au Brésil, avec, les croisements qui ont donné des abeilles tueuses, et cetera. Donc tout ça, il y a des implications pour la santé de la colonie, pour la santé de l'apiculteur. Quand on utilise de la fumée, comment faut le faire pour qu'on soit pas trop abîmé au niveau du poumon. Pour la santé du consommateur, on produit des denrées alimentaires, donc il faut évidemment pas tuer tous nos clients. Et puis, il faut maîtriser un petit peu tout ça par la santé de la colonie, par la santé de l'apiculteur, la santé du consommateur, donc voilà, tout est lié là-dedans. Donc la balance risque, bénéfice est toujours pesée lorsqu'on apporte des intrants, en tout cas elle devrait l'être. Ce qu'on n'évoquera pas, c'est ce qui sera évoqué, l'année prochaine dans la prochaine, formation de ce type-là qui, aura pour thème les contaminants en apiculture.
Donc en fait, les intrants sont définis comme on l'a fait et puis, les «contaminants» entre guillemets, eux, ils arrivent non pas par l'apiculteur, mais par l'abeille elle-même ou les conditions d'élevage. Donc c'est tout ce qui est pollen, nectar, miella, l'eau, les produits entraînés par la glutation, toutes les gommes végétales. Tout ça, c'est ce que l'abeille va pouvoir trouver, qui n'est pas non plus dénué de risques, hein. Lorsqu'on a un beau champ de colza qui a été traité, bah, évidemment, il est tout à fait possible, que l'abeille ramène des pesticides dans notre miel, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est la partie contaminant qui ne sera pas traitée dans ce qu'on va faire ce midi, ce qu'on est même en train de faire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le choix et l'application sont de la responsabilité de l'apiculteur. Donc, il va faire ça en fonction de sa connaissance des bonnes pratiques, il y a pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on peut se référer à l'excellent guide des bonnes pratiques, de l'ITSAP, par exemple, hein. On va réfléchir sur la biosécurité. Il y a quelques années, on vous a beaucoup parlé de la biosécurité. Aujourd'hui, on commence à parler du bien-être animal, y compris en apiculture. Et puis, il y a des réglementations aussi qui ont cours, notamment sur le médicament vétérinaire, mais également sur plein d'autres choses. Donc un conventionnel, il va s'intéresser à tout ça et puis en même temps, un biologique, quelqu'un qui fait une production bio, il va avoir des contraintes qui sont liées en plus à son cahier des charges bio. Donc il n'aura pas le droit, par exemple, de prendre certains médicaments, qui sont classés entre guillemets, «chimiques», je ne sais pas comment on peut dire. Il devra prendre des cires et du nourrissement qui sont dits bio, il ne devra pas travailler avec du plastique. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a choisi et puis des objectifs qu'on a, si on est apiculteur, professionnel très technique ou si au contraire on est un apiculteur, juste, je dirais presque animal de compagnie qui veut juste une ruche pour, soi-disant polliniser la nature, bah, il y a pas de souci. On réfléchira les intrants en fonction de ça également, quoi. Donc, dans ces fameux intrants, on va commencer le premier chapitre, il y en aura 3. Le premier chapitre par les intrants physiques, avec toujours pareil, bénéfices et risques. Dans ce qu'on va rentrer dans la ruche, il y a évidemment les matériaux de la ruche. Donc, comme vous pouvez le voir ici, et puis comme vous le savez de toute façon, la ruche, elle peut être en bois, elle peut être en matière plastique. Dans les matières plastiques, on peut y inclure le polystyrène, qui est du plastique gonflé avec de l'air, hein. Polystyrène, je crois de mémoire que c'est que 2 de plastique et le reste, c'est de l'air. Bah, évidemment, quand on va choisir l'un ou l'autre, on n'aura pas, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Alors, dans la pratique, il est très, très courant, au moins pour le corps, que, le corps de ruche soit en bois massif. Mais il existe évidemment du plastique, du polystyrène, tout ce qu'on veut et on peut l'utiliser, pourquoi pas. Si on choisit le bois massif, ben, on va s'intéresser aussi, à nos vertèbres, en fait, parce que c'est lourd. Donc on va peut-être choisir pour des hausses plutôt du peuplier parce que c'est un peu plus léger. Pour, les plateaux, un bois un peu difficile mais qui est très rustique, c'est celui de châtaignier, par exemple. Pour des questions de coût aussi, rapport qualité-prix, on va pouvoir choisir de l'épicéa. Bon, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça va se réfléchir également comme ça. Les résultats attendus, bah, c'est en fonction de ce qu'on veut faire et puis de ce qu'on va avoir envie de travailler. Sur, les possibilités de prendre du bois en panneaux reconstitués, c'est évidemment, non, c'est pas évident, mais je pense que nous, en tout cas, au sein du comité de formation, on vous le déconseille parce qu'il y a énormément de choses qui sont utilisées comme des colles, comme du formaldéhyde, hein. Le formaldéhyde, c'est du formol. Vous savez probablement qu'aujourd'hui, c'est interdit, par exemple, en élevage. Mais ça reste possible pour des peintures, pour des choses comme ça. Ça libère, des tas de substances qui sont nocives pour l'homme et pour les abeilles également. Donc, bah, on va réfléchir à tout ça et dans les panneaux agglomérés, si vraiment on veut, travailler avec ça, il faut prendre ce qu'on appelle la classe E1. C'est une classe un petit peu particulière qui est la moins émettrice de formaldéhyde et cetera. Voilà et vous avez les panneaux agglomérés, les panneaux en contreplaqué, les panneaux en copeaux orientés, les panneaux en bois lamifié et cetera et cetera. Donc s'il y a des passionnés, on pourra, il y a tout un tas de tableaux qui peuvent être distribués. On pourra vous faire passer ça. Hem, sur les parties plastiques, vous avez certainement tous entendu, suite à des articles, par exemple l'article de l'INSERM qui est très bien fait là-dessus, puis il y a eu toute une polémique qui est passée dans les journaux télévisés, les phtalates et surtout le bisphénol, hein. C'est un perturbateur endocrinien qu'on retrouve dans les plastiques, donc il y a eu cette, campagne un petit peu d'information sur notamment les biberons qui auraient pu en contenir, des choses comme ça, les biberons en plastique.
pour nos enfants. Donc voilà, aujourd'hui, on trouve des solutions, bon, pour, remplacer, ces plastiques qui en contiendraient. Et notamment dans les solutions, on peut dire que pour les ruches en plastique, je vais faire un peu de pub, mais Nicoplast, honnêtement, j'en connais pas beaucoup d'autres. Il faut savoir que le plastique qui a été, utilisé par cette firme pour produire nos ruches, c'est un plastique, un polyéthylène, on appelle ça de haute densité. Il est garanti atoxique et surtout, il est pour usage alimentaire. C'est très important d'y penser. On pourrait faire une ruche en plastique avec, une boîte, qu'on bricole, hein, pourquoi pas. Par contre, attention, les denrées qui vont sortir sont des denrées alimentaires, le miel, la gelée royale et cetera, et ça, on n'a pas le droit de le produire dans un récipient qui n'est pas, à usage alimentaire. Donc on bricole pas sa ruche en plastique soi-même. Quant au polystyrène, vous connaissez l'avantage, l'inconvénient, c'est que c'est fragile, c'est surtout que ça se dégrade au bout d'un moment comme tout, hein, mais le bois, le plastique, c'est la même chose. Ça se dégrade et puis ça laisse quand même des tas de saloperies un peu dans l'environnement. Les abeilles, parfois, elles le grignotent, ça vous l'avez tous remarqué. Notamment ceux qui ont par exemple des petits killers, hein, ça on le voit assez bien. Ils agrandissent le trou d'entrée quand ça leur plaît pas et puis, toutes ces petits dépôts, ils sont un peu, difficiles à voir et on les retrouve dans la terre, on les retrouve partout. Ça met longtemps à se décomposer. Par contre, l'avantage, c'est que c'est très isolant, c'est ultra léger et donc pour certains usages tels que ceux que je viens de citer, par exemple, hein, les nucléi, ça peut être une bonne solution. Heu Voilà en quelques mots, la formation, on peut la faire durer 4 heures. Il y a énormément de choses à dire pour chaque chose, donc je vais essayer de passer là-dessus. Sur les intrants, physiques à risque chimique entre guillemets, il y a les cires. Alors, bon, vous savez comme moi, si vous utilisez certaines cires, les abeilles les acceptent pas très bien et il arrive, assez souvent qu'en fait, elles l'acceptent pas très bien parce que, la cire n'est pas entre guillemets «pure». Hein, c'est pas voilà. D'abord, quels bénéfices on a? Pourquoi on met de la cire gaufrée? Bon, je pense que tout le monde est au courant. Pour fabriquer 1 kilo de cire, la colonie va avoir besoin de 7 à 10 kilos de miel et un petit peu de pollen. Donc, si on veut faire quelques économies et produire plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de la cire à nos abeilles et elles auront déjà ça à ne pas fabriquer et elles pourront dépenser leur énergie à faire plus de miel. Donc c'est pas neutre, hein, 1 kilo de cire, donne, on va dire 10 kilos pour être très très schématique, 10 kilos de miel. Donc voilà. Ensuite, dans les dangers, il faut savoir que la cire, c'est une nature lipidique, hein, c'est de «l'huile» entre guillemets, enfin quelque chose de gras et ça lui fait accumuler de nombreux résidus chimiques qui vont aller justement dans tout ce qui est substance dite lipophile, donc qui va attirer, c'est les résidus chimiques, la cire va les attirer assez facilement. Elle peut aussi, vous le savez, véhiculer des dangers biologiques, par exemple les spores de loques. On peut désinfecter une cire, hein, contre ça, bien sûr, mais si on n'y prend pas garde, on peut tout à fait, transmettre des spores de loques en achetant de la cire, par exemple. Et puis, malheureusement, il y a un gros déficit entre la production qu'on peut avoir en France de cire et puis les besoins. Donc, malheureusement, ça pousse à des fraudes. Alors, je dis pas que tous les ciriers sont des fraudeurs, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que, les ciriers sont obligés d'acheter leur cire, à droite et à gauche, à nous, mais également à l'étranger et que, évidemment, ils font des contrôles et tout, ils essayent de faire leur métier le mieux possible, mais il est tout à fait possible que, sans le vouloir, on ait une cire qui soit contaminée. Dans les cires contaminées, par exemple, hein, il faut savoir que les cires de corps sont un petit peu plus contaminées que les cires de os, hem et que dans les cires, d'opercule, en général, elles sont un petit peu moins contaminées que les cires qui ont duré déjà plusieurs années dans la ruche. C'est aussi pour ça que dans les bonnes pratiques, on vous demande de changer, au moins 2 cadres par an. Voilà, alors la cire, on peut pas forcément dire qu'il y a de la cire, que la couleur de la cire, pourrait nous mettre sur la piste: «Ah elle est jaune foncé, c'est de la cire de corps, donc on va éviter de l'utiliser pour refaire, des cadres», ou la cire plutôt blanche, c'est plutôt de la cire d'opercule. En fait, ça, c'est pas vrai. D'abord, on peut tout à fait blanchir une cire avec certains produits, donc on peut tricher là-dessus aussi. Et puis ensuite, c'est plutôt lié à ce qu'elles ont butiné. Donc, si on a une cire qui est issue,
de miel de colza, par exemple, elle va être assez blanche, ça vous le savez, mais si vous allez tout de suite sur du tournesol, des cires plutôt d'été, bah, elles vont être un petit peu plus orangées et pour autant, elles ont la même qualité. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, alors pour, ceux qui éventuellement, trichent, on a tout à fait moyen de savoir, et les ciriers s'en privent pas, faire des analyses pour sur des lots qui sont importés. On peut nous aussi, en cas de doute, est-ce que mon abeille est allée, mettre des saloperies dans la cire ou pas? On peut tout à fait faire des analyses. Alors il y a des analyses physico-chimiques qui montrent la cire, c'est défini, hein, par le législateur et par le chimiste. Donc, ça va définir, tout un tas de molécules qu'il doit y avoir à l'intérieur et on peut les faire, rechercher. Il y a des indices d'acide, des indices d'ester et cetera. Bon, je ne vous fais pas le détail de la chimie. En matière d'acaricides, parce que peut y avoir des intrants comme ça, enfin, là, c'est des contaminants pour le coup. On voudrait qu'il y en ait absence, hein, donc qu'il n'y ait pas de ces produits-là dans nos cires et ça aussi, ça peut tout à fait se mesurer. Heu, les, mmh Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, sur les cires gaufrées, eh bien, on se rend compte que finalement une cire qui est nouvelle, heu et selon des études, hein, est plus chargée entre guillemets en différents, produits qu'on ne veut pas voir, contrairement à une vieille cire. Comme si certains produits, au fur et à mesure du temps, ils disparaissaient, ils se métabolisaient, ils disparaissaient un petit peu. Hem, bon, ça c'est vrai pour certains types de contaminants, c'est pas vrai pour tout, loin de là. Et il y a des contaminants qui vont rester très, très longtemps, hein. La grande majorité des contaminants de la cire, lorsqu'il n'y a pas eu de tricherie, on va le voir après, puis adultération de la cire, et la grande majorité, c'est les acaricides, ben, ceux qu'on utilise dans nos produits de traitement, mais également ceux qu'utilisent, les producteurs, de fruits et cetera, que nos abeilles vont butiner. Là, c'est pareil, la cire, on peut en parler pendant 4 jours, hein, donc on va essayer de pas, dans les adultérations avec des agents de coupage, pour que ça coûte moins cher, on peut mélanger enfin on peut, c'est pas bien à faire, hein, mais certains peuvent le faire et c'est une tromperie, hein. Ils vont rajouter, des produits qui vont blanchir la cire, j'en ai parlé tout à l'heure. L'acide stéarique, par exemple, quand on fabrique des bougies, là, on a tout à fait le droit de faire ça pour des bougies puisque c'est pas consommé, mais on n'a pas le droit de faire ça pour, faire des feuilles de cire pour, l'apiculture. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, des agents biologiques, enfin mais l'adultération en général, elle est faite avec, des produits qu'on rajoute pour éviter de mettre trop de cire dans ce qu'on nous vend. Bon, le cas des cires bio, bah, c'est simplement qu'on en manque beaucoup, hein, donc ça c'est un petit souci. Et puis les cires importées, ben, c'est que, il y a pas de chiffre, mais on estime que 2 tiers des cires, qu'on nous vend proviennent de l'étranger. S'il y a des ciriers qui nous écoutent là, j'espère qu'ils pourront, dire ou contredire ça, voilà, c'est des chiffres qu'on avait trouvés. Alors, du coup, j'aurais peut-être dû vous passer cette diapo. Excusez-moi, on est arrivé à la diapo d'après. Donc là, je redis un petit peu, hein, on a parlé des résidus, on a parlé des agents pathogènes, on a parlé de l'adultération, voilà. Donc là, évidemment, retenez pas ça, mais simplement la phrase en rouge, c'est au cours une étude belge, hein. Elle a montré que 97,3 donc pour pas dire 100 des échantillons de cire, il y en avait quand même 182, avaient au moins un pesticide présent. Hem et dans cette étude, on a montré il y avait un total de 54 résidus différents de pesticides. Donc comme vous le savez, on n'a que 6 molécules qui rentrent dans les médicaments vétérinaires, acaricides qui luttent contre la varroose ou les varroas. Donc il y a plein d'autres choses qui rentrent et puis vous pouvez les voir là sur le côté, par exemple la cypermétrine, ça c'est un produit qui est utilisé pour les traitements. Après il y a des choses qu'on ne voudrait pas avoir comme le tofluvalinate. Par contre, c'est des choses qui existent puisque c'est la molécule de base de l'apistan, par exemple. Et puis le coumaphos qui est un produit qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé en apiculture, mais qui reste très, très, très présent et qui a été utilisé il y a quelques années et qu'on retrouve facilement. Chaque fois qu'on refond une cire, le coumaphos y revient avec. Donc voilà. Le circuit des cires dans l'exploitation, vous voyez, c'est peut-être un schéma pas trop bien fait, mais en tout cas, ça schématise un corps de ruche avec le couvain et puis, au-dessus les hausses. Donc, cette diapositive, elle va permettre, d'entrevoir les bonnes pratiques apicoles en matière de cire. Donc, une ruche, on va avoir 3 types de cire.
La cire d'opercule, considérée comme la plus propre en matière de contaminants, hein, elle peut donner lieu à un recyclage et à la revente certifiée en cire pure d'opercule. On l'a certifiée, après il faut juste dire que c'est sur la déclaration en fait du vendeur. Hem, les cires des cadres et de hausse, la plupart, d'entre nous, on la recycle également en dépit de son taux de contamination non négligeable, parce que malheureusement on manque de cire, hein, ça serait bien de pouvoir utiliser que de la bonne cire. Et puis, les cires de corps de ruche, bah, c'est la plus contaminée, donc voilà, toute celle qui est noire là sur la photo, heu, on peut l'utiliser bien sûr, mais pour faire de l'encaustique, pour faire des choses comme ça, pas forcément pour refaire de la cire propre, à réutiliser. Alors la réglementation, elle est assez floue, hein. La cire, c'est un sous-produit animal qu'on dit de catégorie 3. Donc, le règlement européen, il classe les sous-produits en 3 catégories de base, selon leur risque potentiel pour la santé humaine et animale. Donc, la cire, c'est une matière donc classée catégorie 3. Elle n'est pas évidemment, très «dangereuse» entre guillemets, hein, et évidemment, vous le savez, puisqu'on peut même, commercialiser des brèches, enfin je sais plus, le nom ne me vient pas, mais des petits morceaux de cadre, avec du miel dedans, donc voilà. Le risque pour les abeilles, bah, c'est pareil, il est assez important. Là, on voit bien des cires qui sont, de mauvaise qualité, et les abeilles, elles refont elles-mêmes à côté de cette cire-là qu'elles ne veulent pas employer, elles refont finalement leur propre construction. On considère, alors au moment où on a fait le diaporama qui est quand même de l'année dernière, mais ça ne doit pas avoir beaucoup changé, plus de 30 des cires commerciales analysées en Espagne étaient adultérées par de la paraffine. Donc, paraffine qui a rien à faire dans la cire. Sauf lorsqu'on veut faire des bougies, il y a pas de souci, on peut mélanger tout ça, je le redis. Alors, les bonnes pratiques, apicoles et de prévention, pour maîtriser au mieux le danger, il est nécessaire donc de réformer les cadres suspects, de conserver les cires suspectes pour une analyse éventuellement. On les met de côté, on se dit: «Tiens, là, il y a quelque chose qui pourrait ne pas avoir été, correctement fait, ou je me suis trompé, j'ai mélangé des cires» et cetera. Bon, on peut tout à fait faire des analyses pour se rassurer. Si vous voulez faire analyser les cires, bah, l'INSAP sur son site a une bonne, liste de laboratoires qui les font. Je ne sais pas s'ils donnent en même temps, le prix. En tout cas, moi, je peux vous annoncer un forfait adultération qui comprend le point de fusion, l'indice d'acidité, d'ester, de saponification, le taux d'hydrocarbures et cetera, et une chromatographie. Ça permet de voir si justement on a de la paraffine ou autre chose dans notre cire. Ça coûte 200 à 300 €, et pour la même somme, on peut faire une analyse multirésidus qui va permettre de rechercher toutes les «saloperies» entre guillemets qu'il pourrait y avoir, dans une cire, que ce soit volontaire ou involontaire. Voilà. Voilà pour les cires. Pour ce qui concerne, la désinfection du matériel, on a plein de techniques, on vous en parle souvent, hein. L'objectif, lorsqu'on introduit entre guillemets, ces techniques-là, comme des intrants, on va introduire, bah, de la vapeur, on va introduire de la flamme, on peut introduire aussi, enfin on peut utiliser des rayons ionisants, on peut introduire de la cire microcristalline, donc tout ça, c'est des choses possibles. L'idée, c'est de prévenir l'introduction d'agents pathogènes dans les colonies saines, donc on parle un petit peu de prophylaxie, dite défensive, et d'éliminer éventuellement tous les micro-organismes qui pourraient être à l'origine de maladies. Donc si vous avez une ruche loqueuse, quand on va passer vous voir, on va vous expliquer comment faire un transvasement et comment éliminer, tout ça de manière propre pour pas transmettre les spores de loques un petit peu dans toute la nature. Donc voilà, quand est-ce qu'il faut désinfecter? Bah, il y a une petite routine à faire en désinfectant ses plateaux régulièrement, voilà. Les corps de ruche sont moins souvent désinfectés, ça c'est clair. Et puis on l'a dit tout à l'heure, il y a une rotation aussi à faire avec les cadres. Alors, je veux m'arrêter juste sur la partie rayons ionisants, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, on peut, désinfecter avec, ces rayons ionisants. Donc comment ça marche? Ça sert pour des médicaments, ça sert pour plein de choses. On le fait même pour de l'aliment qui est donné à des animaux de laboratoire qui seraient élevés sans microbes. Donc on va placer c'est des usines spéciales, hein, spécifiques qui font ça. On place, ce qu'il y a à désinfecter sur des palettes. On le rentre, enfin, c'est une machine qui le rentre dans une espèce de grande pièce, très, très protégée avec des murs en béton hyper épais, dans lesquels il y a une piscine dans lequel, plongent des tiges, de cobalt, en fait.
tant qu'elles sont dans l'eau, ces tiges de cobalt, elles rayonnent rien du tout, elles envoient rien du tout. On pourrait même aller, danser autour de la piscine, on ne serait pas malade. En revanche, dès qu'on va les sortir de la piscine, elles vont envoyer des rayons, qui vont détruire tout ce qui est vivant. Donc, les virus, les bactéries, les parasites, mais également l'homme, les animaux. S'il y a une souris qui a la mauvaise idée d'aller dans les cires, bah, elle va être tuée immédiatement. Donc c'est évidemment une technique, c'est nucléaire, hein, donc on fait quand même très, très attention à ce qui est fait. Il y a tout un tas de pratiques. Pour les gens de la région, il existe une usine comme ça qui travaille sur, Pouzauges, donc en Vendée. Et il est arrivé dans cette usine-là de désinfecter des cires justement qui avaient été, contaminées. Ça fonctionne très, très bien. Après attention pour ceux qui seraient bio, puisque là, on justement ça concernait un éleveur qui était bio, un apiculteur qui était bio, on avait demandé l'autorisation qu'on a reçue et puis quelque temps plus tard, on nous a dit: «Ouais, mais finalement, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on vous ait donné l'autorisation». Donc on peut travailler là-dessus. Ça a un coût, hein, c'est, à peu près 300 € tonne de, de désinfection. Bon, maintenant, quand on est très, très embêté et que l'avenir de l'élevage est en cause, il y a pas de souci pour le faire. Donc les bénéfices, vous les avez tous compris. Les risques, bah, là, j'ai un peu insisté sur les rayons ionisants, c'est quand même pas des pratiques courantes, mais en tout cas sur un désinfectant, ne serait-ce que de l'eau de javel, hein, ou de la soude, bah, ça brûle la peau, on s'en rend pas toujours compte, donc faire très attention à tout ça. Donc, on peut avancer un petit peu, on était sur les intrants physiques, on va passer sur les intrants chimiques. Dans les intrants chimiques, à tout seigneur, tout honneur, je ne suis pas vétérinaire pour rien, je vais vous parler des médicaments puisque je suis très conscient que ça donne des bénéfices. Je suis aussi très conscient qu'il y a des risques, même s'ils ne sont pas énormes, il y a des risques. Donc, l'idée, c'est on a évidemment besoin, hein, de traiter nos varrois. Vous savez bien que quand on dépasse un seuil de 2000, régulièrement, à ce moment-là, la colonie, à la fin de l'année, elle aura produit 5 kilos de miel en moins, donc c'est quand même très impactant. Et puis une colonie qu'on laisserait comme ça, sans jamais la traiter, parfois, hein, évidemment, il y a des cas rares où elle va s'en sortir, mais la plupart des cas, elle s'effondre et puis en 2 ans, au cours d'un hiver, elle disparaît, on se demande pourquoi. Donc très important de traiter, nos abeilles avec, ces médicaments-là. Et puis je vous ai mis les 13 qui existent aujourd'hui dans la frise en bas. Souvent à l'automne, enfin juste à la fin de l'été, à la fin de la récolte, on va traiter avec des lanières et puis après on continue à faire les contrôles. Je ne vous refais pas un cours sur la varose, hein, mais on continue à faire des contrôles et en fonction de ce qu'on a, on est parfois amené à retraiter en hiver, voire même au printemps, il n'y a pas trop de soucis. Aujourd'hui, les techniques de contrôle nous permettent de contrôler les chutes de varroa toute l'année. Il y a plein de sortes possibles. Et puis, les médicaments nous permettent également de traiter toute l'année. Maintenant, on n'emploie pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment. Si on prend de l'acide oxalique, il faut éviter qu'il y ait du couvain puisqu'il ne va pas aller être actif là-dedans, par exemple. Donc voilà et puis, c'est des choses qui se réfléchissent, ces traitements. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ouais, donc, les traitements qui sont utilisés en apiculture sont des médicaments. Donc, comme tout médicament vétérinaire ou humain, il va suivre, le chemin de l'agence du médicament. Il y a un fabricant qui va décider de fabriquer le médicament. Il va transmettre tout un tas de dossiers qui sont des dossiers assez lourds et ça coûte cher à l'agence du médicament qui va étudier les dossiers en disant: «Bon, le bénéfice et le risque ont été pesés, c'est bon, on donne notre accord» ou, et c'est souvent le cas, ils vont dire: «Ben non, il y a plus de risques que de bénéfices et cetera, donc on ne va pas donner notre accord». Hem, le Nous, on va produire du miel, enfin des choses qui se mangent, du pollen, du miel, des choses qui se mangent. Donc, on va faire consommer nos denrées et il n'est pas du tout autorisé d'utiliser des médicaments, qui ne sont pas prescrits conformément à la réglementation. Fabriquer soi-même son médicament, c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question en apiculture, on ne me la pose pas quand je travaille sur les autres animaux, hein, personne n'aurait envie de fabriquer un médicament pour, sa vache ou son chien. Par contre, c'est vrai que c'est des pratiques puisque pendant longtemps, on a été un peu isolés et qu'on n'avait pas forcément de vrais médicaments à notre disposition. Aujourd'hui, attention, on les a et donc on doit suivre la loi qui correspond aux médicaments, en France, en Europe, on peut même dire. Du coup, il est interdit d'administrer à des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine des substances sans autorisation, même si elles sont, issues de chez le pharmacien ou je sais pas quoi, mais également de les détenir sans autorisation. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des contrôles chez vous et qui vont regarder: «Tiens, vous avez un paquet d'acide oxalique, heu,
Normalement, c'est fait pour traiter, par exemple, les bois, les choses comme ça, mais si vous en servez pour faire autre chose, vous pouvez, être un petit peu embêté. Donc, et aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché s'il n'a pas reçu cette fameuse AMM, autorisation de mise sur le marché. Donc, heu, on va passer, c'est un peu lourd au niveau réglementation. L'AMM, elle est accordée pour 5 ans, donc ce n'est pas définitif. Un fabricant de médicaments pour abeilles va avoir une autorisation pour 5 ans pour, fabriquer et vendre son produit. Ça garantit quoi? Bah, l'Agence du médicament aura demandé toutes les études qui vont montrer la qualité pharmaceutique. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de l'acide oxalique parce que ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, hein, ça a été utilisé quand on n'avait pas autre chose. Lorsqu'on prend de l'acide oxalique, en jardinerie ou n'importe où, ça se trouve pour faire en droguerie, hein, pour faire tout un tas de travaux ménagers. Ben, à l'intérieur, par exemple, on peut avoir des métaux lourds, du mercure, des choses comme ça. Et donc, lorsque vous introduisez ça dans votre ruche, bah, votre miel, il se charge en mercure. Alors, c'est peut-être pas terrible quand même pour notre filière de vendre du miel chargé en métaux lourds, c'est évidemment pas une bonne idée. C'est pour ça que, certes, j'entends bien ce que vous me dites souvent, c'est un peu plus cher les médicaments que les matières actives, mais c'est logique. Et également, ça garantit la sécurité, l'efficacité, jusqu'à temps qu'il y ait résistance, hein. Les antibiotiques, par exemple, qu'on n'utilise pas en apiculture, mais pour d'autres animaux, ils garantissent leur activité, sauf si la bactérie, elle a trouvé la parade et est devenue résistante. On a exactement la même chose avec nos produits, varicides qui vont, parfois, bah, on l'entend sur la pistan, si on donne des marques, sur l'apivar ou l'apitraz pour, tout ce qui est amitrase, bah, on l'entend, hein, dans certaines régions, il y a des études qui sont faites, il y a des éventuelles, résistances, donc c'est des choses, sur lesquelles il faut travailler et remonter surtout à l'Agence du médicament qui, elle, va en tenir compte et demander des examens complémentaires aux fabricants. Donc, nous, en apiculture, on n'a que des médicaments contre le varroa. Aujourd'hui, ils sont tous dispensés d'ordonnance, on dit ils sont exonérés. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des médicaments et néanmoins, ils doivent suivre tout un circuit bien précis. Ils peuvent être délivrés par votre groupement qui serait agréé dans le cadre d'un PSE, ils peuvent être délivrés par n'importe quel vétérinaire de France qui connaisse ou pas les abeilles, ils peuvent être délivrés également par des pharmaciens. Heu, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire là-dessus parce que là encore, on peut en parler très, très longtemps. Donc surtout, tout ce qui est événement indésirable, tout ce qui pourrait être, vous voyez, on utilise par exemple du thymol et puis bon, ça c'est connu et les abeilles font la barbe derrière parce qu'elles n'aiment pas l'odeur du produit. C'est des choses à remonter et surtout ce qui est à remonter, c'est lorsque vous avez l'impression que votre traitement, vous l'avez fait du mieux possible et finalement, vous gardez des taux de varroa, très, très importants. Ça, faut le remonter à votre vétérinaire parce que nous, on va le remonter à l'Agence du médicament derrière, et éventuellement, ça va entraîner des études supplémentaires. Bon, voilà toute la liste, hein, que vous pouvez avoir, c'est la même chose que la petite frise, mais un peu plus explicité et vous voyez que partout, il y a marqué temps d'attente 0 jour. Ça veut dire quoi ça? Un temps d'attente, c'est le temps on fait un traitement à un animal quel qu'il soit et on peut le manger ou manger ses produits, les œufs, le lait et cetera, à partir du moment où tous les médicaments sont éliminés ou presque. Donc ça, c'est étudié justement par l'Agence du médicament et pour les médicaments contre les varrois, il y a marqué 0 jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a fait un traitement, évidemment, on ne le fait jamais en présence de hausse, soit parce que le médicament va détériorer le miel, soit parce qu'il va y mettre des résidus. Mais à partir du moment où vous avez terminé votre traitement, vous pouvez remettre vos hausses dès le lendemain sur vos corps de ruche et produire du miel. Alors bon, c'est pareil, on est entre nous, hein, donc il y a des tas de choses qui ont été faites par le passé et qui ont été même, prônées, hein, par des gens, des chercheurs, des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas autre chose. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ces pratiques que je vous montre ici qui sont interdites. Donc, par exemple, utiliser des médicaments qui sont destinés à d'autres animaux, bah, par le fait ça peut se faire, hein, un médicament pour un bovin peut être utilisé pour un chien et inversement dans certaines conditions. Pour les abeilles, c'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la définition de la LMR miel, la limite maximale de résidus du miel et aucun médicament, heu, par exemple un antibiotique, puisque c'est ce qui a été utilisé il y a longtemps désormais, n'a cette, définition de LMR pour le miel. Donc tous les médicaments pour abeilles, vous pouvez les utiliser. Du moment que c'est un médicament pour une autre espèce, de facto, il est interdit.
Utiliser un médicament sans AMM, on en a parlé tout à l'heure, hein, des matières premières, des produits que vous pourriez avoir, en agriculture, des produits en droguerie, tout ça, c'est strictement interdit. Non seulement de les utiliser, mais aussi de les détenir. Utiliser des préparations magistrales, c'est ce qu'on voit là sur la petite, le petit, la petite photo en haut à gauche. Ben, on mélange, dans de la graisse des produits pour faire tout un tas de choses, ça c'est pas permis du tout. Importer un médicament, c'est autorisé, mais il faut, que votre vétérinaire en fasse la demande et que l'agence du médicament l'autorise. Or, ils vont autoriser uniquement si on n'a pas en France des produits qui permettent de traiter la même chose. Donc en gros, c'est en pratique, c'est finalement ça servira à rien, même si la loi le permettrait. Ça sert pour plein d'autres choses, hein, mais pour nos abeilles, pas trop. Utiliser un médicament pendant une niellée, c'est pas une bonne idée du tout. Et puis modifier la posologie, ça j'en vois, à longueur d'année et c'est des très, très mauvaises idées de dire, «Tiens, bah là, mon essaim est petit, alors je vais mettre que la moitié du traitement qu'on m'a prescrit». Ça, c'est pas une bonne idée. Ou réutiliser des vieilles lanières qu'on va gratter ou voilà, on voit de tout, quoi. Tout ça, c'est pas des bonnes pratiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Les résidus de médicaments, oui, bon, c'est plein de bon sens. Ici, vous avez une étude qui avait été faite à l'école vétérinaire Oniris à Nantes, par Olivier Lambert et des gens que vous connaissez peut-être, comme Monique Lostis aussi, qui avait participé à toute cette étude. Certains apiculteurs, de la région ont participé et en fait, ils avaient recherché tout un tas de substances qui pouvaient se retrouver, dans différentes matrices et montrer derrière tout ça qu'il y a, finalement un impact sur la santé de l'abeille, mais sur la santé humaine également par la consommation des produits qu'on va produire. Donc bah, comment maîtriser le risque? C'est toute la grande question. Il faut éviter de mettre justement des intrants qui soient contaminés, ce qui est pas toujours facile. Dans nos fameux intrants, on a les produits de nourrissement. Alors les produits de nourrissement, vous savez comme moi à quoi ils servent, hein, donc ils peuvent être tout à fait même dans le cadre de Homa, on vous fait des petites annonces régulièrement en disant: «Attention, dans telle région, on a constaté beaucoup de famine», même si c'est en pleine saison, parce qu'il a manqué d'eau, parce que les fleurs ont pas de nectar, parce que ceci, cela, ou qu'on a des trous dans la production de fleurs. Donc voilà, par exemple, ça peut servir à ça peut servir à stimuler, ça peut servir, à passer l'hivernage avec les candis et cetera et cetera. Puis on a des nourrissements qui sont glucidiques ou protéinés. Lorsqu'on fait de l'élevage, les nourrissements protéinés, c'est de plus en plus, utilisé. Alors qu'est-ce qu'il y a comme risque avec tout ça? Évidemment, les bénéfices, bah, c'est ça, hein, c'est l'élevage, c'est pallier des manques et cetera. Et les risques, bah, par exemple, la conservation, vous savez que pour ceux qui produisent beaucoup et qui font analyser leur miel, on va chercher le taux de HMF. C'est la dégradation, en fait, finalement, de certains composants, sucrés. Eh bien, on va avoir également la même chose avec des produits de nourrissement, les candies, pourquoi pas, mais surtout les sirops. Et si un sirop est mal conservé, donc à l'abri de la lumière, pas au trop chaud, pas au trop froid et cetera, mais il se conserve correctement. S'il y a des ajouts, peut-être d'acide ou de choses comme ça également, ça peut servir. Mais il arrive assez fréquemment finalement que ces produits de nourrissement soient, détériorés et donc à ce moment-là, on va avoir, ben, une intoxication potentielle de nos abeilles et ça, on a pu le montrer sur des études, là encore, il y a une étude belge qui est très intéressante là-dessus, qui montre que finalement, bah, les abeilles, elles produisent moins, les larves de reines meurent et cetera et cetera. Donc il y a tout un tas de risques possibles. Sur les risques biologiques, vous avez tous constaté un cadre qui est plus trop habité et cetera en plein hiver, avec l'humidité et la fraîcheur, au moment où le soleil va revenir, bah, il va moisir. On peut avoir des spores également de contamination et cetera et cetera. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut, prêter attention dans ces produits de nourrissement. On peut apporter des mauvaises choses. Bah, ça, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer finalement. Donc, on va passer cette diapo. Ah, une chose, tiens, je vois betterave. Bon, dans ce qu'on va donner, hein, à nos abeilles, il y a, parfois, si vous lisez bien les étiquettes, il y a du sirop qui peut être issu justement de la production de betteraves. Et vous savez, certainement, hein, que pour les betteraves, les néonicotinoïdes sont interdits un petit peu dans toute la France, mais il y a des dérogations qui sont données au cas par cas pour les grandes régions productrices de betteraves avec les néonicotinoïdes. Alors on a beaucoup, parlé du gaucho et tout ça et justement, c'est ce genre de produit-là qu'on peut remettre sur les betteraves. Donc attention, on peut indirectement peut-être avoir des insecticides néfastes dans des produits qui seraient issus de sirop de betterave, pourquoi pas?
Voilà, donc faut faire un petit peu attention à tout ça, réfléchir à ce qu'on l'achète, où on l'achète, comment on le conserve. Donc tout ça, c'est important. En ce qui concerne les besoins en protéines, bah, ça va être des pâtes protéinées qui sont souvent à base de levure ou de choses comme ça, hein. Et puis, bah, les besoins qu'ont nos abeilles, par exemple, quand vous allez polliniser un champ de courgettes ou de melons, les gens qui vont vous faire un contrat là-dessus, ils vont souvent vous demander de complémenter vos animaux en protéines parce que justement, le pollen, un petit peu la consommation d'un seul type de pollen et cetera, va rendre des abeilles un petit peu plus fragiles, donc on va demander de supplémenter, alors que normalement, elles doivent aller chercher ça dans toute la nature. Lorsqu'on a des grandes étendues de champs de melons, bah, il y a que ça à manger et donc les gens vont vous demander pour que ça produise finalement aussi bien ou mieux, de rajouter, ce type de produit. Alors aucun problème, hein, il y en a plein, il y a plein de marques, je ne vous donnerai pas de marque. Ils sont souvent, bah, à base de levure de bière, comme je disais, de farine de soja, de pois, enfin tout ce qui peut contenir des protéines. Alors, les risques, c'est justement d'avoir des carences en pollen. À ce moment-là, bah, on est obligé de les introduire et on se rend compte que lorsqu'on utilise, suite à des expériences, des farines de soja ou de lupin sur des longues distances, on va dire, et bien, on se rend compte que les abeilles, elles vivent moins longtemps finalement. Donc voilà, c'est peut-être pas, 300 au point encore, mais ça permet aussi de passer des caps, pareil de famine, de choses comme ça, quoi. En résumé, et ça, je suis d'accord avec ce qui est écrit, rien ne remplacera un bon environnement, nutritionnel convenable, donc beaucoup de fleurs, variées, avec des productions, il y a pas longtemps, on parlait justement de, comment construire une haie qui puisse être très utile pour l'apiculture. Ben, dans les réflexions qui sont portées, c'est essayer dans cette haie-là de mettre des arbres qui, du mois de mars jusqu'au mois de septembre-octobre, vont apporter du pollen ou du nectar, mais voilà, donc il faut des haies très variées et cetera et cetera. Évidemment, la nature à la base, elle est bien faite, quoi. Bon, je vois que le temps passe un petit peu. La fumée, ben, pourquoi on en fumait? Vous savez tous, hein, c'est pour avertir la colonie, peut-être brouiller un petit peu les phéromones de communication. C'est en tout cas un outil, la plupart du temps indispensable. Faut pas, en abuser, hein, mais un petit coup, on prévient quand on ouvre la colonie et puis après on en fume légèrement et on travaille surtout calmement pour éviter d'être amené à réenfumer pour calmer nos abeilles. Donc la qualité d'un bon fumoir, c'est qu'il faut que ça reste branché longtemps, enfin, utilisable longtemps. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre enfumoir? Ben, on veut faire une combustion dite incomplète, c'est-à-dire qu'on veut produire une fumée blanche, pas trop chaude, il ne s'agit pas de griller nos abeilles, et ces fumées, ces combustions incomplètes, c'est ce qui est le plus riche en cochonneries, qui sont dangereuses donc pour nous, comme pour les abeilles. Alors, vous avez différents matériaux qu'on peut mettre là-dedans. Alors, les combustibles, il y en a plein de sortes. Alors des fois, on me dit: «Ah bah, par exemple, moi j'utilise, que les aiguilles de pin, ça sent bon et cetera et cetera». Ouais, d'accord, sauf que les aiguilles de pin, comme pratiquement tout ce qu'on fait brûler, ça contient énormément de produits toxiques, hein, je vais passer sur les différents détails de produits toxiques, mais voilà et le mieux, c'est peut-être de ne pas utiliser en tout cas, tout ce qui est carton, papier. Pourquoi? Parce que le carton, bah, il y a des cols, le papier, il y a de l'encre, donc tout ça, c'est pas trop sain dans notre ruche qui va produire du miel. Vous avez à la gauche, en bas, un matériel qui s'appelle Apisolis. Lui, c'est un espèce d'enfumoir qui va libérer donc des substances, odoriférantes, hein, des huiles essentielles, c'est des mélanges d'huiles qu'il y a là-dedans. C'est certainement une bonne chose. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, personnellement, mais c'est certainement une bonne chose. Bon, ça sent bon. Alors après pareil, est-ce que vaut mieux respirer de la fumée tout le temps ou des huiles essentielles tout le temps? Ça, j'en sais rien, c'est pas neutre non plus les huiles. Bon, après ça a un coût aussi, hein, c'est dans les 160-170 € l'appareil et puis la recharge, elle vaut, une quinzaine d'euros. Donc c'est pas neutre non plus. Donc faut réfléchir à tout ça, il y a pas de bonne solution, honnêtement, ça serait d'avoir des abeilles douces qui ont pas besoin d'enfumoir. On en trouve en Slovénie, hein, où ils ont juste une petite fumée de cigarette, ça suffit. D'ailleurs, je vous ai mis une pipe de date ici, au milieu. C'est un petit appareil qui permet de libérer les 2 mains de l'apiculteur. Il n'y a pas une main qui tient l'enfumoir et une main qui travaille. Ça se prend dans la bouche et ça permet de mettre du tabac, par exemple, dedans et d'enfumer les abeilles avec du tabac.
Ça, c'est très utilisé en Autriche, par exemple. Bon après, je ne sais pas, respirer et fumer de tabac, vous avez tous compris, c'est pas forcément mieux. Je feuillette mes trucs, je sais plus où j'en suis arrivé. Oui, les dangers, ben, c'est la chaleur, on peut se brûler, bon, vous savez bien. Si on regarde, non, on ne le voit pas là-dessus, mais l'enfumoir, il a en général un petit cercle métallique pour éviter, de trop, enfin qu'on prenne l'enfumoir à pleine main et qu'on se brûle les doigts, voilà. Donc, on a cherché beaucoup, moi ça m'aurait intéressé de trouver, savoir si lorsqu'on utilise beaucoup l'enfumoir, donc quand on est apiculteur à bonne saison, est-ce qu'on est plus sujet à faire des cancers du poumon ou pas, ou de la gorge? J'ai pas trouvé de données, on n'en a pas trouvé. Après, ben, on voit plein de choses à plein d'endroits sur, des choses que vous connaissez, hein. Quand on récolte, on dit, «Tu en fumes légèrement» ou «Tu en fumes pas». C'est encore mieux si on a des astuces, hein. Mais, on peut donner une odeur, de fumée à un miel, en général, les miels qu'on récolte la première année quand on s'installe, c'est des miels un peu de débutants et ils ont une petite odeur de fumée, bien logique. Donc bien allumer l'enfumoir, attendre légèrement, enfin, suffisamment longtemps qu'il soit refroidi avant de le mettre dans son coffre et cetera. Et l'enfumoir, il ne doit pas produire de particules incandescentes. C'est pour ça qu'on vous fait mettre, une touffe d'herbe fraîche, par exemple, hein, à l'intérieur pour justement ces petites particules, qu'elles soient retenues. La cire, si ça brûle très bien, donc il est tout à fait possible d'enfumer une colonie et de la voir, partir en flammes, ça peut tout à fait arriver. Alors nos ruches, on a choisi le bois, on a choisi si c'était, en ci ou en ça et puis, ben, on va les peindre éventuellement pour les protéger. Alors il y a plein de solutions possibles. Là, je vous les ai mis à peu près toutes, hein, les peintures, les vernis, les crésols qui sont des substances quand même bien cancérigènes, l'huile de lin qui est un peu plus naturelle, toutes les peintures maison, vous trouvez, et d'ailleurs, moi, je suis surpris pour l'avoir essayé, elles fonctionnent bien, des recettes bio un petit peu de peinture, moins toxiques, on va dire. Et puis, dans les traitements, du bois, on peut aussi avoir la flamme, la ionisation, on en a parlé tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire, c'est cette cire microcristalline. Vous le voyez en haut là, on va tremper le bois dans de la paraffine fondue, pendant 10 minutes à 180 degrés et ça désinfecte tout, mais ça remplace aussi toute l'eau de votre bois par de la cire et donc ça protège, pendant une bonne dizaine d'années vos cires. C'est des très bonnes pratiques. Par contre, c'est compliqué à faire et puis c'est dangereux, donc on met des gants et cetera. En ce qui concerne la flamme, bon, on en a parlé dans les formations biosécurité, bah, il faut quand même un certain temps avant que finalement les micro-organismes soient détruits. Alors, dans tout ce qui est produits de traitement, évidemment, on va faire attention, aux dangers, hein, le feu, les champignons éventuellement qui peuvent, rentrer. C'est aussi pour ça qu'on peint ou qu'on vernit nos ruches et puis évidemment, il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas de produits fongicides ni insecticides donc lisez bien les étiquettes. Nos vendeurs de matériel apicole, ils ont tout un tas de produits qui sont tout à fait exploitables et qui sont bien. Et puis attention, les peintures et tout, c'est pas neutre, hein. Il y a des produits qui sont cancérigènes là-dedans, bon les abeilles, je ne sais pas si ça a des cancers, je j'en ai jamais entendu parler. Par contre nous oui, donc attention aussi à ce qu'on utilise. Et puis les produits de désinfection, on a parlé tout à l'heure de quelques méthodes. Dans les produits, vous utilisez beaucoup en apiculture de l'eau de javel, c'est pas le mieux, hein. L'eau de javel, ça désinfecte très, très bien tout ce qui est surface propre. Mais tout ce qui contient déjà de la matière organique, de la cire, du miel, de la paille, de la terre, tout ça, ça désinfecte pas. Donc il faut commencer par bien nettoyer, puis ensuite désinfecter et attention, il faut utiliser des bonnes doses, ça on pourra vous renseigner. Vous les avez ici, il y a des concentrations qui vont détruire des choses et des concentrations qui ne vont pas faire, une grande qui n'auront pas une grande efficacité. Donc pour les plus passionnés, on vous fera passer ça. La soude caustique, c'est pareil, ça brûle la peau, on s'en rend pas compte, hein. Vous en mettez dans une botte, vous en mettez sous un gant ou n'importe, bah, vous avez pas mal, vous avez rien du tout, puis le lendemain, vous vous rendez compte que vous avez une grosse, rougeur avec la peau qui est creusée là-dedans et ça met quand même un certain temps à se réparer. Donc c'est un très bon désinfectant, mais attention à son utilisation.
Dans cette même type de famille aussi, on peut par exemple, désinfecter des cadres, hein, une fois que vous les avez, retirés, ils sont tout noirs, bon, vous enlevez le maximum de matière là-dedans, que vous jetez à la poubelle, puis vous voulez garder les fils et le bois, bah, il y a pas de souci. On peut le faire avec, des cristaux, de la lessive de soude, je crois que ça s'appelle, que vous achetez, ça vaut, je crois à peine 2 € le kilo, en magasin de bricolage et puis vous les faites chauffer et vous pouvez tremper, vos cadres, dans cette substance-là et ça va enlever toute la propolis, toute la cire, tout, c'est vraiment très, très efficace. Après un petit coup de jet d'eau et puis, le cadre est de redevenu neuf et surtout il a été désinfecté. Dans les intrants biologiques, on va passer vite parce que le temps passe malheureusement, hein. Bah, tout ce qui est achat de graines, d'essaims et cetera, vous savez bien comment ça se passe. Il faut connaître déjà nos vendeurs. Des fois, c'est même nous, hein, qui fabriquons nos propres affaires. Donc par exemple, si vous allez greffer sur des souches qui ont une fâcheuse tendance à garder de la loque européenne, c'est pas une bonne idée. Voilà, il faut réfléchir à tout ça parce qu'évidemment, on va transmettre à la fois des gènes peut-être qu'on veut pas avoir, hein, quand on va acheter de la génétique ailleurs ou qu'on la fabrique avec, nos propres reines, mais qui ont été fécondées par des mâles sauvages, des choses comme ça. Donc on peut, finalement détériorer la qualité de son cheptel et éventuellement introduire sans le vouloir, donc heu, c'est pour ça que ça s'appelle des intrants, des agents vivants pathogènes. Ça, je vais passer parce qu'on refait un petit tour dans le monde, mais c'est pour, annoncer exactement la même chose, hein. Alors le ramassage des seins, on a fait un petit focus là-dessus. Bon, il y a des beaux essaims comme celui-ci, hein. C'est vrai que c'est surtout si on sait qu'il vient de chez nous, c'est vraiment complètement stupide de le laisser partir dans la nature, d'autant que sa durée de vie ne sera pas très, très importante. Par contre, lorsqu'on va faire la cueillette, hein, il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans ça, qui mettent même des petits mots sur internet en disant: «Je ramasse les essaims gratuitement». Ben, OK, mais après il faut les mettre, vraiment, les surveiller pendant au moins 21 jours, éventuellement les déparasiter, enfin parce que là on recueille toutes les maladies de la terre, hein. Donc voilà, faire attention un petit peu à ça, en être conscient et puis gérer ça, ça se gère, hein. Alors par contre, quand on fait ça, ben, on récupère forcément, puisqu'ils ont essaimé, on récupère des souches essaimeuses. Donc ceux qui n'aiment pas ça, vaut mieux qu'ils utilisent, des Buckfast ou autres qui ont été sélectionnés pour éviter l'essaimage, plutôt qu'à les cueillir. Parce que là, dès qu'on va cueillir, forcément, on ramène des entre guillemets «des souches essaimeuses». Ici, un petit tableau, on vous l'a déjà montré dans la partie biosécurité, donc je ne reviens pas dessus, pour, donner les avantages, les inconvénients, à la fois économiques et puis, sur les aspects génétiques ou sanitaires, des différentes pratiques d'échange de cheptel. Acheter des colonies sur cadre à un éleveur local, c'est finalement une bonne pratique. Le coût est assez cher, ça c'est clair qu'un essaim, c'est pas donné. Des colonies importées, bah, c'est bien dans un sens parce qu'on va avoir des colonies qui vont démarrer plus tôt, pareil pour les achats de rennes à l'extérieur. Par contre, on ramène et de la génétique et des bactéries, des virus et tout ce qu'on veut qui n'existait pas. Aujourd'hui, on est en train de se demander le fameux CBPV, la maladie noire ou mal de mai, si cette maladie-là, elle ne se transmet pas assez facilement justement avec des échanges de matériel génétique. On ramène une reine qui en est porteuse et puis on introduit ça dans son cheptel. En tout cas, c'est très, très présent en France comme à l'étranger et ces questions-là qu'on se pose, c'est en Angleterre notamment, où il y a eu des études de fait là-dessus. Les seins de son propre cheptel, bah, c'est génial parce qu'au niveau, contamination, on ne sera pas pire ni mieux que ce qu'on a déjà, donc si on travaille bien, il y a aucun souci. Ça a un coût assez réduit, donc finalement, c'est une bonne chose. Par contre, ça ne permet pas d'introduire des gènes de meilleure productivité ou de choses comme ça. Bon, les essaims cueillis, on en a parlé. Alors pour finir, hein, tout ça, ça se trace. C'est-à-dire que tout ce qu'on va rentrer dans notre apiculture, ben, ça va se tracer. Alors bon, je vous redéfinis pas un petit peu tout ça, faute de temps, mais dans tous les domaines, que ça soit vétérinaire, apicole ou n'importe quoi, même, à la quincaillerie du coin, aujourd'hui, on parle de contrôle qualité, de respect des normes. Il y a des réglementations à respecter, mais il faut également renforcer un petit peu sa sécurité, et puis, finalement, quand on trace tout ça, quand vous allez vendre du miel, bah, il peut arriver, et c'est pas forcément de votre faute, que le miel se dégrade parce que, quand on l'a récolté, il était un petit peu trop riche en eau ou des choses comme ça. Et bien, si vous tracez bien vos lots, s'il y a quelqu'un qui vient se plaindre, vous allez pouvoir, même devancer finalement et ça crée une bonne image. Vous allez dire: «Tiens, ce lot-là, il était certainement un peu riche en eau». Vous allez le remesurer éventuellement, parce que j'ai deux trois clients qui sont revenus me dire que finalement le miel avait fermenté.
Donc dans ces cas-là, bah, vous reprenez votre fichier client, vous appelez les gens et vous dites: «Bah, est-ce que vous n'avez pas un petit souci là-dessus?» et ça fait de très bonne image, de finalement pouvoir, devancer un petit peu les problèmes. Voilà, ça c'est entre autres à ça que ça sert la qualité. Et donc, bah, à notre niveau, nous, en tant qu'apiculteurs, on a le registre d'élevage qui est un document obligatoire si on même si on donne du miel, du moment qu'on ne le mange pas que pour sa famille, à soi. Mais si on en donne aux grands-mères, aux tantes et cetera, aux voisins, on a obligation d'avoir ce registre d'élevage. Puis de toute façon, c'est une bonne pratique, hein, on va y inscrire, tout ce qui est, produits de traitement, tout ce qui va rentrer, les nourrissements, les choses comme ça. Et puis vous savez aussi qu'il faut tenir un cahier de mielerie, avec, les dates de récolte, les quantités et cetera et cetera. Donc, bah, quand on est un gros producteur, je parle certainement pas pour la personne qui a une ruche et qui produit pour elle-même, mais lorsqu'on a quand même, une vente ou qu'on donne beaucoup de miel, ben, il faut, pouvoir prouver un petit peu tout ça et il peut y avoir des sanctions si, il y a, un contrôle de la DDPP par exemple et qu'ils se rendent compte que vous n'avez pas tracé tout ce qui rentre dans votre, tout ce qui rentre et tout ce qui sort d'ailleurs de votre, domaine. Avec 5 minutes de retard, on va conclure. Donc, tous ces intrants, c'est, on l'a dit au départ, de la responsabilité de l'apiculteur. Donc, la gestion du risque, elle est maîtrisée pour ce qui concerne, par exemple, les médicaments. Si vous utilisez bien des produits avec AMM, je suis un peu lourd, hein, mais c'est mon rôle aussi. Hem, les dangers également à surveiller, les produits de nourrissement, les produits de traitement, tous ceux qu'on a pu évoquer, hein, les produits désinfection. Et puis le risque, il est évalué au niveau génétique en fonction de comment vous allez introduire, tout ça ou pas et cetera. Et puis les cires, bon, vous l'avez compris que c'est quand même, un des points délicats de l'apiculture. Et puis, bah, l'année prochaine, on poursuivra un petit peu, cette, formation-là en parlant des contaminants. On est en train de rédiger tout ça actuellement et on va commencer à former les formateurs, d'ici une quinzaine de jours. Voilà, Adrienne, je te laisse, la parole. Bah, merci Parce Samuel. parce que j'ai rien vu. Bah, je vous propose qu'on prenne un petit temps maintenant à la suite de cette intervention pour bah, que tu puisses, Samuel, apporter des réponses aux différentes questions qui ont pu être posées. Donc, il y en a quelques-unes qui ont été posées au cours de la présentation, mais si vous en avez qui vous viennent a posteriori, vous pouvez encore les inscrire donc dans l'onglet Q et R qui est disponible en bas. Bah, commençons tout de suite. On avait une question sur les cires. Pourquoi est-ce que 2 tiers des cires proviennent de l'étranger? Est-ce que Ouais. c'est à cause d'une contamination des cires françaises ou pour une autre raison? Non, 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 malheureusement, c'est pour une autre raison, c'est que, bah, qu'est-ce qu'on produit comme cire? Essentiellement, ça va être les cires de recyclage en France, hein, les cires de recyclage, donc quand on enlève un cire de corps ou chose comme ça, bon, ceux-là, on l'a bien dit, normalement, ça doit partir dans un circuit plutôt en caustique que, autre usage ou alors, il faut, justement, les nettoyer, ça coûte cher et tous ces systèmes-là. Donc on a ça, mais c'est une petite production. On a essentiellement finalement les cires d'opercules. Quand vous avez fait votre récolte, il reste des opercules. On les fond, on les nettoie un peu et puis, on remet ça dans le circuit. Sauf que si vous faites un bref calcul, on voudrait changer, 2 cadres de corps par an, plus lorsqu'on fabrique des essaims, on en a tout de suite besoin de 5-6 par essaim, plus, les cadres, à changer dans les hausses et cetera et si vous regardez, bah, la production française, elle est bien, bien, bien inférieure à la consommation française. C'est un petit peu pareil pour le miel, hein, on mange plus de miel qu'on en produit. Donc non, c'est pas parce que les cires françaises sont de mauvaise qualité, loin de là. J'aurais plus tendance à dire, d'après ce que nous ont expliqué, les ciriers que finalement, c'est pas si mal que ça, mais c'est des cires étrangères, en fait, qui permettent de combler la déficience qu'on a en France. Même si elles sont pas d toujours d'excellente qualité. Il y en a des très bonnes, hein, mais voilà, il y a de tout. Ok, bah merci pour ta réponse. Il y avait une question. Vous ne parlez pas des bains de soude pour la désinfection du bois. Est-ce aussi bien que les bains de cire microcristalline ou du moins suffisant? Oui, c'est très bien. Alors la soude, c'est un ça va fonctionner comment? Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les micro-organismes, virus, bactéries ou champignons sont tués parce que le pH est très, très élevé, donc c'est un milieu très basique
et ils résistent pas à ces pH très basiques. Notre peau non plus, hein. Bon, donc ça marche très bien. Moi, j'aime un petit peu moins les bains de soude, en tant que tel, j'aime un petit peu moins. Tout à l'heure, je vous ai quand même parlé de la désinfection des cadres, j'arrivais plus à retrouver le mot, c'est pas les cifs de soude, c'est autre chose, les petites perles blanches là qu'on achète, hem, en en magasin de bricolage et qu'on fait bouillir. On met 1 kilo pour, 200 litres d'eau et on fait bouillir ça et on met notre bois dedans, ça désinfecte très bien. Par contre, ça n'entretient pas le bois comme peut le faire la cire microcristalline. Pour moi, la cire microcristalline, c'est vraiment une très bonne pratique. Par contre, à mettre en œuvre, c'est très compliqué, hein. La paraffine, on ne la fait pas brûler comme ça, il faut avoir un bain-marie, enfin, vous avez vu déjà rien que sur la photo, c'était une installation un peu compliquée. Alors juste avant, parce après on aura des questions sur, les traitements varroa, mais juste pour finir sur la cire, il y avait, une demande de précision sur les cires qui venaient de l'étranger. Comment est-ce qu'il se Ouais. faisait qu'il y ait plus de production de cire dans les autres pays et comment faisaient, les apiculteurs étrangers? Ouais, c'est une excellente question. J'ai pas la réponse. Je dis clairement, peut-être qu'il faudrait demander, la réponse aux ciriers ou alors nous, on est très consommateurs parce qu'on a des pratiques apicoles, c'est possible ça aussi, hein, parce que quand on regarde, la cire bio, on en manque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une amorce et puis on laisse les abeilles faire toutes seules le boulot. Par contre, on a perdu, 7 kilogrammes de miel par kilo de cire, quoi. Donc peut-être que c'est ça. Nous, on veut finalement apporter beaucoup d'intrants de cire, on va dire, pour, tout de suite avoir une production de miel importante puisque là aussi on en manque. Et peut-être que dans d'autres pays, ils font pas comme ça ou l'inverse. Enfin, je sais pas. Je j'ai pas la réponse, claire et nette, hein, ça c'est sûr. Bon alors si on passe un peu maintenant sur les produits de lutte contre varroa, il y avait quelques questions aussi. Ouais, Il y avait, une question sur comment recycler les lanières Apivard délivrées par une pharmacie et qui refuserait de les reprendre? eh ben, ils ont raison de refuser de les reprendre puisqu'ils ne sont pas payés pour. Donc, en fait, vous avez l'habitude comme moi, hein, pour quand on a des médicaments à la maison, vous achetez un médicament. En plus, en France, on a de la chance, souvent la sécu en rembourse une grande partie. Et dans cette partie qui est donnée aux pharmaciens, il y a, sur le médicament humain, il y a une partie qui revient dans le recyclage des restes de médicaments, des médicaments non utilisés. On appelle ça les MNU. Donc vous pouvez tout à fait ramener, le contenu d'une boîte, pas la boîte en carton, mais le contenu d'une boîte chez votre pharmacien et comme on l'a payé pour faire ce travail-là, il le prendra. Malheureusement, sur le médicament vétérinaire, c'est vrai pour les vaches, les chiens et les abeilles, il y a pas cette somme-là qui est prévue à la base. Donc, il y a pas de recyclage possible. Alors des fois, vous avez des vétos assez sympas qui vont vous reprendre, les lanières, usagées, mais ils vont payer eux-mêmes pour la destruction. Hem, Souvent, ce qui se passe, c'est que, en tout cas notamment dans mon coin là, il y a un recyclage qui peut être fait. Alors on achète des bidons spéciaux, des bidons jaunes. Et puis nous, on les met, lorsqu'il y a une réunion d'apiculteurs, on les met à l'entrée et puis, c'est le GDS qui fournit ça et qui paye la destruction. Donc les lanières sont mises là-dedans par les gens qui veulent bien les mettre et puis on paye cette destruction. Donc faut bien comprendre ça, c'est que le pharmacien, comme le vétérinaire, comme le GDS, ils ont pas, de moyens de faire détruire sans payer, les lanières, enfin la destruction des lanières. Donc on est obligé de le payer et donc il serait tout à fait logique presque de vous demander une participation pour la destruction de ces lanières. Ça peut être un schéma possible. Nous, on a choisi finalement, au sein du GDS de Vendée en tout cas de payer cette destruction aux frais du GDS. OK, bah, Donc aux frais de tout merci. le monde. Il y avait une question sur, pourquoi ne pas utiliser Apivard pendant une mielée avec ose posée, sachant que le temps d'attente du médicament est considéré comme étant de 0 jour? Bah non, sûrement pas. 0 jour, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fini le traitement, c'est ça que ça veut dire. Vous faites une piqûre à une vache, vous avez 14 jours de temps d'attente. Ça veut dire que votre vache, vous pourrez manger son lait ou la manger elle, que 14 jours après que le traitement, a été fini. Là, c'est la même chose. 0 jour, ça veut dire que tant qu'il y a la lanière, vous avez interdiction de produire du miel. Du moment où vous avez, enlevé votre lanière, vous pouvez dès le lendemain remettre la hausse. C'est ça que ça veut dire, il ne faut pas confondre. 0 jour, ça ne veut pas dire que pendant parce que si vous voulez, votre lanière, elle est faite pour ça. Elle libère en permanence de l'amitrase. L'amitrase, c'est un produit hyper dangereux. Donc, elle va libérer en permanence de l'amitrase et vos abeilles qui vont passer dessus vont aller en remettre, dans la hausse de miel et quand vous allez manger une bonne tartine le matin, vous allez manger une petite tartine d'amitrase avec. Donc non, ça c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Temps d'attente 0 jour et vous faites très bien de poser la question, ça permet de le repréciser. Ça ne veut pas dire qu'on peut mettre la hausse en présence de traitement. Ça veut dire que
Du moment où le traitement est fini, on n'a pas besoin d'attendre 14-15 jours pour refaire du miel. Voilà. Ben, merci pour la réponse. Il y avait une question sur la posologie des lanières. On avait abordé, t'as abordé le sujet à un moment. Ouais, rapidement, ouais. Qu'est-ce qui est préconisé pour les nuques en termes de bonnes pratiques, sachant qu'il ne faut pas découper les lanières selon ce qui a été entendu? Ouais, ça c'est vrai, faut pas découper les lanières, c'est sûr et certain. Alors, si vous voulez, c'est compliqué l'abeille parce que quand on traite une vache, Holstein, elles font à peu près toutes le même poids, en fonction de l'âge et choses comme ça, donc et puis en même temps, c'est super pratique parce qu'on a une quantité de produit à injecter à la vache ou à lui donner à boire ou je sais pas quoi, en fonction de son poids. En apiculture, malheureusement, vous savez bien qu'il y a des essaims qui vont faire 20 000 abeilles, puis des essaims qui vont faire 80 000 abeilles. Et pour autant, on dit il faut 2 lanières. Ça n'a pas vraiment de sens. On est d'accord que peut-être pour 80 000, il en faudrait 3, peut-être que pour 20 000, il en faudrait qu'une. Sauf que ça n'a pas été prévu par le fabricant de médicaments. Aucun des 13 médicaments, c'est en fonction de la grosseur finalement de notre colonie. Alors après, c'est du bon sens. Bon, grosso modo, 2 lanières, c'est pour à peu près une colonie de 50 000 abeilles, on va dire ça. Et puis évidemment, une division et qu'on a 2 cadres de couvain ou 3 cadres de couvain sur les 5 cadres de notre ruchette, là, on peut éventuellement, et je prends ça sur moi de le dire, on peut éventuellement mettre une lanière. Hors de question de découper des lanières dans un sens ou dans un autre, parce que je vois les deux. On peut mettre une lanière au lieu d'en mettre deux dans la colonie parce qu'elle est toute petite. Et comment ça marche ce médicament-là? Les abeilles passent dessus, elles récupèrent les molécules, d'amitraz, de tofluvalinate ou autre, dès que c'est une lanière, et puis avec ça, bah, les varroas meurent, quoi. Donc l'idée, c'est que toute notre colonie passe sur les lanières, toutes les abeilles de notre colonie passent sur les lanières. Donc si on n'en met qu'une sur un, un petit essaim de 3 cadres, il y a pas trop de soucis. Après, les grosses, moi j'aurais tendance à dire que les grosses colonies, sur 6 cadres, en fin d'été qui sont bien, bien, bien denses, vous mettez de lanières, quoi. Voilà, c'est compliqué, hein. La législation ou la réglementation prévoit pas, après il faut faire avec sa tête. Merci. Et puis on va prendre, je pense, une dernière question, si ça te va. Euh, Est-ce que des études ont été réalisées sur l'impact des résidus de l'amitra suite à traitement à Pivard qu'on pourrait retrouver dans le miel pour la santé des consommateurs? Ouais, tout à fait. Justement, ça a été une des découvertes, en tout bon, j'ai évidemment pas connaissance de tout ce qui se fait dans le monde, hein. Mais, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une étude d'Olivier Lambert, à laquelle avait participé Monique Lostis. Il y a eu des études justement à ce moment-là et moi j'ai découvert, dans les années où il faisait ce travail-là, finalement qu'il y a quelques années, l'amitrase, on le dosait mal parce que, l'amitrase en fait, en tant que tel, il va se dégrader ensuite en 2 métabolites différents, on va dire amitrase 1, amitrase 2. Et il y a, je dirais 15-20 ans peut-être, on n'arrivait pas ou on ne savait pas, je ne sais pas, doser ces métabolites. Donc on mesurait, on disait: «Il n'y a pas d'amitrase». Oui, il n'y avait pas d'amitrase en tant que tel. Par contre, ces produits de dégradation qui sont tout aussi dangereux, on ne savait pas les mesurer. Aujourd'hui, on sait les mesurer. Donc, grâce au progrès aussi des chimistes et des gens qui nous analysent tout ça, on arrive aujourd'hui à avoir des études qui vont montrer s'il y a présence ou pas d'amitrase et de ces métabolites, c'est surtout ça, dans les miels. Malheureusement, on le montre, et pas forcément chez des gens qui ont fait des choses frauduleuses, hein. Mais on le montre parce qu'on sait très bien que quand on met de la mitrace dans une ruche, bah, il va y avoir un recyclage entre le corps de ruche et le miel, et cetera. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que ces résidus-là, ils soient au-dessus de ce qu'on s'autorise à avoir dans une alimentation. Et cette quantité, c'est 100 à 1000 fois moins que ce qui pourrait commencer à déranger l'homme. Donc, le législateur, par contre, il a prévu ça. Donc si on veut l'analyser dans les miels, je ne sais pas si je m'égare un peu par rapport à la question, mais on est tout à fait, capable de le faire. Et après, ben, savoir si c'est dangereux ou pas pour l'homme, oui, c'est dangereux parce que la mitrace, c'est ultra cancérigène, on le sait bien. Et ce qui fait que, justement, dans la partie recyclage des lanières, j'avais été assez surpris d'une dame qui était venue et je l'ai vue, mais il y en a plein d'autres qui font comme ça, qui m'avait rapporté ses lanières en les mettant dans son sac à main et en les prenant à la main nue de son sac à main pour les faire tomber dans mon bidon jaune lors de l'assemblée générale. Donc attention, hein, c'est pas parce que c'est du plastique et que ça ressemble à rien que c'est pas dangereux. Ok, bah, merci beaucoup Samuel pour tes réponses. Bah, je vous propose qu'on conclue là-dessus. S'il y aura d'autres questions qui vous viendraient a posteriori, on pourra peut-être essayer d'y répondre quand on diffusera les informations suite à ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation.
Et donc, juste pour compléter avant de terminer, il y aura d'autres webinaires qui seront prévus sur d'autres thématiques dans les semaines et mois qui vont venir. Donc, je vous invite à passer sur le site soit de l'ADA Bretagne, de l'ADAPIC ou de l'ADA Pays de la Loire pour aller consulter ce programme. Et puis, on mettra en ligne l'enregistrement de ce webinaire pour les personnes qui n'auraient pas pu s'y connecter. Et ben, sur ce, je vous propose qu'on conclue. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je te remercie encore, Samuel, pour ton intervention. Eh ben, de rien, c'était avec plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.